Bonjour, bonjour, bonjour. はい、こんにちは。よく聞こえます。私の声は聞こえますか？Bonjour, bonjour, bonjour. こんにち Oui, oui, は。ça va très bien. それでは2日目始めましょう。ドミニクさん、よOui, ろしくお c'est très 願いし bien. ます。Merci beaucoup. Alors tout d'abord, je voudrais vous présenter toutes nos excuses pour les changements qui ont eu lieu hier soir dans le programme. Il s'est passé la chose suivante, un sarcophage très ancien du XIVe siècle a été découvert dans la cathédrale Notre-Dame de Paris et la ministre de la Culture, Madame Roselyne Bachelot, a organisé en urgence une réunion sur le terrain sur le site ce matin même et elle a mobilisé les experts autour d'elle pour cette visite. C'est ainsi que Philippe Villeneuve ne pourra pas être avec nous, mais il sera remplacé par Rémi Frounon qui interviendra pour lui. Et Dorothée Jaoui ne sera pas là également, mais elle sera, Gaspard Salaco présentera son travail. Donc, toutes nos excuses pour ce changement de dernière minute, cette découverte archéologique est d'importance apparemment, et donc nous a valu ce changement d'urgence. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est de vous rappeler, je ne sais pas si je l'ai dit hier, je crois que non, et donc je le reprécise aujourd'hui, l'organisation de ces journées, qui sont le fruit d'un travail d'un an et demi, presque 2 ans franco-japonais, s'inscrivent dans le cadre de la célébration, la signature du 50e anniversaire de la signature de la Convention du patrimoine mondial. Rappelons-nous bien que les deux biens dont on parle hier et aujourd'hui, dont on a parlé hier et dont on parle aujourd'hui, sont des biens inscrits au patrimoine mondial. Le troisième point que je voulais aborder en introduction, c'est donc de vous rappeler qu'hier nous avons parlé de l'histoire de ces biens, des désastres qui étaient advenus, et qu'aujourd'hui nous allons être beaucoup plus positifs et nous tourner vers le présent et l'avenir, et évoquer la question de la reconstruction de ces deux bâtiments qui va immanquablement nous amener à un débat sur la question de l'authenticité. Vous vous en doutez tous parfaitement bien. Voilà, je vous souhaite une bonne matinée de travail, une bonne soirée pour nos amis japonais, et on peut ouvrir cette deuxième session qui va commencer par l'intervention de Gaspard Salaco. Merci beaucoup, Dominique. Et donc l'intervention de Gaspard Salato et de Dorothée Chaoui-Derieux, qui donc, comme tu disais, Dominique, a été retenue par l'actualité du chantier. Mais comme nous avions préparé une communication à deux voix, je prendrai la parole en son nom en indiquant le moment venu quand il faudra écouter Dorothée, dont je parlerai en moment. Alors, introduire une session consacrée à la reconstruction, à la notion d'authenticité, en partant de celle de débris, de vestiges et de reliques, très révélateur. Selon le dictionnaire Larousse, est entendu comme débris un reste, un morceau, inutilisable, écroulé, mis en morceaux. Les débris n'auraient aucune utilité en soi, ils résulteraient d'un processus de destruction et en seraient l'étape ultime, après le débris, en quelque sorte, point de salut. Ainsi, le débris justifierait pleinement la nécessaire mise en œuvre d'une phase de reconstruction et non de restauration. Une seconde exception, dans ce même dictionnaire Larousse, précise toutefois que peut être aussi nommé débris ce qui reste après la destruction de quelque chose. Le témoin de cette destruction, mais toujours avec cette idée qu'on est arrivé au bout d'un processus. De son côté, le vestige, cette fois-ci, est défini comme une marque, une trace laissée par quelque chose qui a été détruit. Ici, il n'est pas question d'utilité. La définition insiste plutôt sur la notion d'héritage, de transmission. Le vestige témoigne de quelque chose. De là à penser qu'il pourrait être garant d'une certaine authenticité, il n'y a qu'un pas qu'il serait vite tentant de franchir. Doit-on sous-entendre que le vestige fait authenticité? Est-ce la matérialité du vestige qui lui confère cette qualité? Et en quoi les vestiges se distingueraient-ils des reliques? Toutes ces questions ne sont pas simples à démêler, comme l'illustre clairement le paradoxe du bateau de Thésée.
Alors, pour mettre toutes ces questions en perspective, nous vous proposons, avec Dorothée, qui malheureusement n'est pas là ce matin, un dialogue à deux voix entre archéologie et anthropologie. Et il s'agira de nous intéresser à la fabrique des vestiges, à la fabrique des reliques, mais aussi à ce que ces notions signifient pour les acteurs, individuels ou collectifs, qui en font usage. Donc, je prendrai maintenant la parole au nom de Dorothée Chaoui-Derrier, pour une première partie intitulée Débris ou vestiges. Merci beaucoup. Dans le cadre du chantier de sécurisation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la distinction entre débris et vestiges n'est pas tout de suite allée de soi. Pour appréhender ces amas de matériaux effondrés au sol et sur les voûtes, pour s'en emparer, il a d'abord fallu les nommer. Très vite, s'est ainsi posé la question de la qualification de ces centaines de milliers de bois provenant de la charpente de la flèche effondrée, des centaines de mètres cubes de blocs de pierre issus de la chute de la voûte à la croisée de l'arc hublot de la nef, de ces centaines de morceaux de métal utilisés notamment dans la construction de la flèche, le tout enchevêtré au milieu de tubes d'échafaudage, de mobilier liturgique, en place au moment de l'incendie. Sur le chantier, qui s'organisait tout juste, chacun a d'abord qualifié ses amas de matériaux selon sa propre culture professionnelle. Chacun se les est appropriés selon son domaine de compétence, leur attribuant au choix une valeur décritique ou bien une valeur patrimoniale, tout au moins scientifique. Les premiers documents produits sur le chantier, les comptes rendus de réunion, les rapports, évoquaient d'ailleurs principalement des décombres, des gravats, des gravois, parfois des débris et très rarement des vestiges, en insistant plutôt sur leur attribut. Ces matériaux effondrés prenaient de la place, il fallait donc les évacuer de toute urgence, il fallait déblayer, débarrasser la cathédrale. Par ailleurs, ces matériaux étaient plombés. Outre le port nécessaire d'équipements de protection individuelle pour les prélever, leur présence risquait d'amplifier la pollution du chantier et du site, et il convenait donc de les éloigner au plus vite de la cathédrale. Et pourtant, insensiblement, au fil du chantier de sécurisation, la notion de débris a laissé place à celle de vestige parmi l'ensemble des interlocuteurs. Comment est-on passé d'une qualification à l'autre, de celle de débris à celle de vestige? Doit-on, peut-on y voir une évolution dans l'appropriation des matériaux prélevés par les scientifiques, ce qui laisserait sous-entendre que finalement tout n'était que vestige dès le début? Ou bien les deux termes relèvent-ils de deux catégories différentes d'items? Presque 3 ans après l'incendie, il semble possible d'y voir l'aboutissement de deux processus menés de manière concomitante. Alors, d'une part, la mise en œuvre d'un protocole empirique de tri sur le site, et d'autre part, la mise en œuvre d'un travail de pédagogie de longue haleine mené à destination de tous les intervenants. Car si pour beaucoup d'acteurs sur le chantier, la sémantique attribuée à ces matériaux effondrés n'avait tout à fait légitimement aucune importance, elle en avait une pour les scientifiques présents dès le lendemain sur le site, comme pour l'ensemble de la communauté scientifique mobilisée dès le jour du drame. Pour tout cela, en effet, aucun doute n'était permis quant à la valeur archéologique, historique, patrimoniale de tous ces matériaux. La charpente effondrée, les blocs de la croisée de l'arc hublot, les armatures de métal, les crêtes de faîtage, etc. Tous ces éléments effondrés ne pouvaient en aucun cas être considérés comme arrivant au bout de chaîne, ne pouvaient être appréhendés littéralement comme des débris qui n'auraient plus aucune utilité. Bien au contraire, leur prélèvement, selon un protocole précis, rédigé en amont, détaillant la méthodologie à mettre en œuvre et les objectifs visés, notamment une aide à la restauration, la recherche sur le moyen et sur le long terme, tout cela constituait le point de départ d'une chaîne opératoire qui allait pouvoir mener à leur étude et à terme à une meilleure connaissance de la cathédrale, de l'histoire de sa construction et de ses restaurations. Toute la chaîne opératoire de la démarche archéologique a ainsi été appliquée, depuis la définition en amont d'objectifs scientifiques et d'une méthodologie, en passant par la phase d'acquisition des données, la documentation sur le contexte d'origine, l'enregistrement des données, l'observation, le classement de l'information et le traitement. C'est ainsi que les équipes du ministère de la Culture, du laboratoire de recherche des monuments historiques, du service national de l'archéologie, régional de l'archéologie, du centre de recherche et de restauration des musées de France, aidés ponctuellement par des collègues de l'Institut national de recherche archéologique préventive et du CNRS, des compagnons tailleurs de pierre sur le chantier et du laboratoire central de la préfecture de police, se sont relayés quotidiennement pour opérer au prélèvement et au tri de ces matériaux. Tous ont ainsi mis en commun leur expertise, qui en tant que spécialiste de la pierre et du métal, qui en tant qu'archéologue, pour finalement définir et pour identifier ce qui fait vestige.
Différentes catégories ont ainsi été élaborées pour arriver à distinguer dans les décombres ce qui devait être conservé, les vestiges, et ce qui devait être mis au rebut, donc les débris. Les scientifiques, ne pouvant accéder directement aux amas pour des questions de sécurité, eh bien, ce sont des conducteurs d'engins téléguidés qui ont œuvré pour eux au sol, qui ont œuvré pour eux au sol, des cordistes sur les voûtes, devenant leurs mains et leurs yeux. Là aussi, il a fallu mettre en place une pédagogie du vestige, expliquer ce que nous souhaitions prélever et conserver, comment et dans quel objectif. À terme se posent les questions suivantes. Est-ce le tri et le protocole mis en œuvre qui ont créé la distinction entre débris et vestiges, c'est-à-dire entre ce qui ne pourrait plus être utile pour la recherche et la restauration et ce qui était riche d'informations scientifiques, ou bien est-ce le regard porté par les spécialistes qui a contribué à créer cette distinction entre débris et vestiges? On peut en effet s'interroger sur cette notion de fabrique des vestiges et sur l'autorité ayant légitimité pour les définir ainsi. Est-ce l'édifice lui-même, partant du principe que tout élément issu de la cathédrale a une valeur patrimoniale, au moins juridique, du fait de leur classement au titre de monument historique, ou bien les spécialistes, ceux qui s'en sont emparés comme objet d'étude? Est-ce parce qu'il y a eu mise en œuvre d'un protocole de prélèvement selon une méthodologie archéologique que les matériaux prélevés, qui étaient jusque-là classés monuments historiques, ces débris, sont devenus vestiges et se sont vus pour certains qualifiés de biens archéologiques mobiliers conformément au code du patrimoine? Au fur et à mesure de l'avancement du chantier, le terme vestige a ainsi fait son chemin, apparaissant progressivement dans les discussions, mais aussi dans les comptes rendus de réunions, dans la définition des tâches des uns et des autres, les fameux briefings de poste du matin, jusqu'à l'instauration, 6 mois après l'incendie, de réunions vestiges hebdomadaires. En l'espace de 2 ans, en effet, nous sommes passés d'un protocole d'évacuation des débris à une convention de dépôt pour l'étude des vestiges. Cette convention, signée entre le CNRS et la Direction régionale des affaires culturelles de l'Île-de-France, va permettre de gérer les prélèvements d'échantillons qui vont être réalisés par les laboratoires dans le cadre du chantier scientifique mis en place. Le tri achevé de ce qui était conservé a ainsi acquis le statut de vestige, s'est élevé, pour ainsi dire, au rang de vestige. Chacun a fini par s'approprier ce terme, allant parfois jusqu'à qualifier de vestige tout objet provenant du chantier. Pour l'anecdote, ce fut le cas d'un extincteur carbonisé dans l'incendie, qui avait transformé finalement en relique. Alors à ce moment-là de la communication, Dorothée Chauvet-Garriot, je passe la parole, et donc je prends la suite de ce propos pour vous parler des vestiges et des reliques en les abordant cette fois-ci du point de vue de l'anthropologie. Alors, durant le premier confinement, dans la soirée du 21 mars 2020, 2 hommes étaient arrêtés sur le site de Notre-Dame de Paris alors qu'ils entreprenaient de dérober des pierres. Pour nous, anthropologues, qui nous intéressions aux émotions liées à l'incendie, du chantier scientifique Notre-Dame de Paris, les articles consacrés à cet événement nous ont permis de découvrir que les chapardages étaient les craintes du chantier et que dans les jours suivant l'incendie, de faux charbons auraient même été mis en vente sur Internet. Je représente un tweet qu'avait présenté hier ma collègue Claude Dubois, avec la mise en vente d'un présumé bois calciné issu de Notre-Dame de Paris. Loin d'être anecdotique, ces faits divers interrogent la façon dont les émotions qui sont liées à l'incendie de Notre-Dame s'incarnent jusque dans la matérialité même de l'édifice. C'est ainsi que les soins et les attentes qui sont portés aux objets et à la matière de Notre-Dame de Paris se sont imposés à nous, anthropologues, comme un observateur privilégié pour comprendre comment des matériaux blessés cristallisent des discours, des usages, des attentes et des propositions qui sont d'une grande diversité. Alors depuis maintenant plus d'un an, ces processus sont au centre d'une ethnographie visuelle et collaborative que nous conduisons dans le cadre du programme de recherche pluridisciplinaire soutenu par la Fondation des sciences du patrimoine. Vous voyez à gauche une flag. Ce programme a été amorcé en octobre 2021. Il porte sur les statuts et sur les traitements qui sont accordés aux vestiges de la charpente, de la flèche et des voûtes effondrées, en les comparant à la trajectoire d'autres éléments dont le sens a été modifié par la catastrophe. Alors, sur l'image suivante, on voit certains de ces objets d'époque reliquaire, porteurs des traces de sa chute, que vous avez évoqué hier déjà,
mais aussi des objets parfois présentés comme miraculés, comme la Vierge de Bouclier, ou encore les reliques historiques de la cathédrale, comme la couronne d'épines, bas à droite, et qui, comme vous le savez, a pu être évacuée l'année du drame. Il s'agissait également pour nous de porter une attention particulière aux nombreuses demandes de débris qui, nous disait-on, avaient été adressées à la cathédrale. Alors, je vous présenterai à présent les apports de cette enquête collective, puis je présenterai plus dans le détail certains de ces aspects. L'enquête a montré que les trajectoires des vestiges et des objets ne sont pas tracées d'avance. Ce sont, et Dorothée le rappelait tout à l'heure, à travers la voix, ce sont les différents acteurs individuels et collectifs qui sont concernés par ces matériaux et par leur manipulation, qui finalement en infléchissent les devenirs possibles en sélectionnant ce qui sera indexé, ce qui sera nettoyé, dépollué, conservé, exposé, réemployé, etc. Alors, les vestiges de Notre-Dame, on l'a vu à l'instant, ont été mis à l'écart. Intouchables, car contaminés au plomb, ils ont été soustraits aux nombreuses demandes du grand public, désireux pour certains de posséder comme une relique de ce monument, tandis que de leur côté, les représentants de l'Église semblaient prendre leur distance vis-à-vis de la gestion matérielle d'une cathédrale blessée, tournant leur attention vers les chrétiens afin de faire perdurer précisément la vie liturgique de la cathédrale hors les murs. Cette partition est intéressante car elle invite à poser un regard renouvelé sur la fabrique de l'authenticité religieuse et la fabrique de l'authenticité patrimoniale, en montrant à quel point la matière de Notre-Dame est chargée d'enjeux religieux, patrimoniaux, mais aussi juridiques, voire politiques. Alors voyons maintenant quel type de discours, quel type de demandes et de propositions ont été exprimées autour des matérialités blessées de Notre-Dame de Paris. Alors, on peut le voir sur l'image suivante. En entrant dans la cathédrale sinistrée, le matin du 16 avril 2019, eh bien, les premiers témoins découvrent une image contrastée. Un amas de pierres et de bois calcinés, très sombre, mais surplombé par la croix dorée de Marc Aurèle. Le contraste entre cette croix lumineuse et les décombres a pu être interprété de bien de manière théologique notamment, car le jour de l'incendie ouvrait la Semaine Sainte, qui, dans le christianisme, marque la passion, la crucifixion et la résurrection de Christ. D'un autre côté, les médias n'ont pas manqué de donner à voir l'émotion ressentie face à l'étendue matérielle du désastre. Alors, ce qu'on aperçoit sur l'image suivante, comme ici, en haut à gauche, on est au lendemain de l'incendie sur une chaîne nationale et on voit un des guides de Notre-Dame, incrédule, faire rouler dans sa main un morceau de charbon amassé sur le parapet. En bas à droite, une autre image où on aperçoit, toujours dans une émission retransmise sur une chaîne nationale, le recteur de la cathédrale interviewé sous les barnums qui accueillent les vestiges de Notre-Dame de Paris et vous voyez à l'instant même de images. Alors, comme en écho à cette spectacularisation de l'émotion exprimée au contact de la ruine, eh bien, des demandes singulières sont rapidement adressées à la cathédrale. Il s'agit de lettres, il s'agit d'emails qui proviennent de particuliers qui sont désireux, qui se disent désireux de posséder un morceau de Notre-Dame. Tout l'intérêt de ces demandes, c'est qu'elles montrent que l'attachement du grand public à la cathédrale dépasse de loin la vocation culturelle ou la dévotion nationale du monument. Alors, quelles sont ces demandes et de qui proviennent-elles? Ces demandes proviennent tout d'abord de particuliers qui écrivent en large partie des États-Unis. Ils écrivent pour dire leur attachement biographique au monument et pour en demander un fragment. C'est le cas de ce couple américain. On peut voir la diapo suivante. C'est le cas d'un couple américain qui demande à recevoir un morceau de la charpente brûlée en souvenir du baptême de leur fille qui s'était déroulé à Notre-Dame dans les années 1960. D'autres demandes proviennent d'artistes qui, eux, sont désireux d'incorporer à leur création des éléments de l'incendie. Il s'agisse de bois calcinés, de pierres de la voûte explosées, voire même de débris de l'échafaud. D'autres lettres encore sont adressées dans une perspective de conseil. On propose au clergé de mettre en vente les débris de Notre-Dame pour en financer la reconstruction. Ces conseils sont parfois accompagnés de propositions de packaging, si vous m'autorisez le terme, ou de merchandising, si vous m'autorisez encore ce terme, entre guillemets, comme cette proposition de, je cite, broyer les restes de la flèche en petits morceaux et de les commercialiser dans des bouteilles marquées d'un logo de la cathédrale Notre-Dame de Paris, avec un numéro de série qui identifie ce fragment. Vous voyez, donc, sur la question de l'authenticité. Alors, de telles propositions pourraient paraître anecdotiques, mais elles trouvent plus largement écho dans un article publié il y a quelques mois dans la revue Challenge, une revue d'économie, qui, 2 ans après l'incendie, formulait une proposition qui allait complètement à contre-courant de
puis les dénabilités, vous savez, des vestiges de Notre-Dame. Alors, rappelant que les débris de la cathédrale ne peuvent juridiquement être commercialisés, eh bien, les auteurs de cet article y voyaient néanmoins, je cite, un gâchis immense, quand on imagine à quel point nombre de passionnés et d'amoureux de Notre-Dame seraient partants pour s'offrir un petit morceau de ces reliques, à l'instar du mur de Berlin, dont les vestiges sont chapitrés. Alors, porter un regard anthropologique sur toutes ces demandes, ce n'est pas, vous l'aurez compris, juger de leur pertinence ou de leur légitimité. Il s'agit plutôt de les observer dans toute leur diversité et de constater comment elles donnent lieu à des refus. Des refus qui sont justifiés par l'inaliénabilité des éléments issus de la cathédrale qui, au plan juridique, ont le statut de mobilier, classé au titre des monuments. Car, comme expliqué Dorothée dans le premier temps de cette communication, pour l'administration publique responsable de la cathédrale, les décombres de l'incendie ne sont pas des débris ordinaires, mais des vestiges. Et ces vestiges sont la propriété de l'État qui en garantit la conservation. La position de l'Église catholique est tout autre, puisque pour cette institution, les décombres de la charpente brûlée ne se distinguent en rien, à la rigueur, d'autres éléments de bois calcinée. Attribuer une quelconque exceptionnalité à ces décombres reviendrait à instaurer une analogie trompeuse avec les reliques, qui, elles, sont des traces matérielles de l'histoire chrétienne, pour la vénération sur des pratiques rituellement codifiées. Les institutions cultuelles et patrimoniales empruntent donc des chemins différents pour célébrer l'exceptionnalité de l'édifice et pour donner sens au drame. Mais cela n'empêche pas les amoureux de Notre-Dame, forme d'expression employée par les journalistes de la revue Challenge, de continuer à formuler des demandes qui sont parfois très éloignées de ces logiques institutionnelles, comme un étudiant en art appliqué, désireux de réaliser un reliquaire pour y conserver un fragment de la charpente. Une proposition qui, vous l'aurez compris, entre en contradiction, et pas pour les mêmes raisons, avec la position des institutions patrimoniales et avec la position des institutions ecclésiastiques. Tout cela indique combien les reliques des uns ne sont pas les reliques des autres. Merci infiniment, cher Gaspard, pour cette très intéressante communication à deux voix, ce duo fictif, à deux voix moins une, ce duo fictif. Merci beaucoup. Je m'adresse un petit instant aux personnes qui se sont connectées, aux participants à ce colloque, pour leur rappeler que, comme hier, ils ont un bouton où ils peuvent déposer des questions et que nous débattrons à la fin de cette session autour de toutes les questions qui auront été posées. Surtout, n'hésitez pas à vous exprimer. Maintenant, nous allons passer à une séquence très importante qui est celle du chantier en lui-même, actuel. Où en sommes-nous? Comment ça se déroule? Vous allez nous expliquer tous les secrets qui nous taraudent. Je vous passe la parole, Rémi Frond. Bonjour, merci beaucoup déjà de nous avoir invités à ce colloque. À nouveau, je voudrais excuser Philippe Villeneuve, effectivement, qui aurait dû prendre la parole maintenant, qui a été retenu à la cathédrale pour une visite ministérielle. Effectivement, vous nous avez demandé de parler du chantier. On va surtout développer la notion, parce qu'actuellement, le chantier, on est entre phase de sécurisation et phase de reconstruction. Le chantier est en cours, on dépouille la cathédrale. C'est vrai que c'est assez peu spectaculaire par rapport à ce qui a pu être fait précédemment et ce qui sera fait dans les prochains mois. Je pense qu'il est peut-être aussi intéressant aujourd'hui de débattre sur le parti de restauration et sur le projet de restauration qu'on a mené. Expliquer pourquoi est-ce qu'on est arrivé à cette logique de reconstruction de la cathédrale qui reste quasiment identique. On va passer à la suivante. Donc en fait, juste après l'incendie, et là je vais m'inscrire dans la suite de ce qu'a dit Philippe hier, très vite s'est posé la question de qu'est-ce qu'on va faire de la cathédrale. Il y a eu plusieurs options qui ont été mises sur la table, de venir reconstruire à identique, ou principalement de venir construire quelque chose de neuf, de différent. On a suivi, nous, une logique qu'on a essayé d'être rigoureuse. Il faut d'abord déterminer quel était le niveau de perte de la cathédrale, tant en termes de l'édifice, mais aussi en termes patrimoniaux. Donc on a commencé par essayer de comprendre à quel objet on avait affaire, un objet qu'on connaissait assez bien,
Donc on a commencé par regarder, en même temps qu'on faisait la sécurisation, on a regardé, on a compilé toutes les connaissances qu'on avait de la cathédrale et des parties disparues. Donc, voilà, on peut passer à la suivante. Voilà. Notre-Dame, en fait, on se situe finalement au milieu, à peu près, hein, on est en 163-145, donc c'est à la fois très tôt et assez tardivement dans les premières cathédrales gothiques françaises. Et on est vraiment à un moment charnière du développement de l'architecture gothique. Pour ce qui concerne les charpentes, on voit en fait, on est vraiment au milieu, on est entre Sens, on est entre Sens, en gros, et Bourges, par exemple, qui est quasiment contemporain de Notre-Dame de Paris. Reims et Amiens sont un tout petit peu après. On va passer à la suivante. On est à la charnière, Notre-Dame de Paris, il y a une double révolution. Une première révolution qui est une révolution conceptuelle, c'est-à-dire qu'on va inventer, au tournant des XIIe et XIIIe siècles, ce qu'on appelle l'art du trait, qui est aussi maintenant aujourd'hui classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'art du trait, ça consiste en quoi? C'est la capacité qu'ont les charpentiers à dessiner en amont toutes les pièces de bois d'une charpente et à les tailler avec une très grande précision, et y compris les charpentes les plus complexes. Donc ça permet en fait de tailler ce qu'on appelle la pied d'œuvre, donc c'est au pied de l'édifice, sur des aires planes, des charpentes qu'on va monter après en élévation. Et quand vous montez des charpentes en élévation, vous assemblez, il n'y a aucune reprise à faire une fois que vous êtes sur le chantier. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de cette révolution intellectuelle, et ça, qui va permettre de concevoir des charpentes de plus en plus grandes et de plus en plus complexes. Cette révolution, on a la même dans la pierre, avec la stéréotomie. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir concevoir des ouvrages très complexes et les tailler pièce à pièce, côte à côte, hein, ou dans des trucs différents, sur la base d'un seul et même dessin. C'est extrêmement efficace, extrêmement lourd. La deuxième révolution, c'est une révolution qui est technique. Alors là, je vais être un petit peu... il va y avoir des vocabulaires un peu spécifiques. On passe d'un assemblage qu'on appelle à dévêtissement latéral, c'est-à-dire que c'est l'image que vous avez en haut à gauche. Donc, à dévêtissement latéral, vous avez un assemblage qui vient plaquer sur un autre assemblage. Cet assemblage-là, il est assez simple à tailler, il est assez simple à assembler. Et le problème, c'est que dans le temps, il a tendance à s'ouvrir et à chasser aussi, à pouvoir avoir des mouvements. Au XIIIe siècle, entre le XIIe et le XIIIe siècle, se fait cette révolution qui est l'invention du tenon et mortaise, où vous avez un tenon, donc c'est un embout mâle qui va dans une mortaise, un embout femelle. C'est le même avantage que l'assemblage à dévêtissement latéral, c'est-à-dire que c'est relativement facile à tailler et à assembler. Et ça présente un double avantage, c'est que le tenon en mortaise ne peut plus sortir latéralement. Il ne peut sortir qu'en étant tiers. Quand on met une cheville qui est un petit peu résistante, l'assemblage est extrêmement résistant, ça peut durer pendant des temps. Cet assemblage-là, aujourd'hui, est toujours utilisé en charpente en Europe, là où l'assemblage à dévêtissement latéral a été progressivement abandonné en fait, au cours du temps. Donc, si vous vous rappelez l'image précédente, à Sens, on a des assemblages à dévêtissement latéral, à Notre-Dame, et après Notre-Dame, on a que des assemblages à tenon mortaise. Donc, les grandes charpentes du XIIIe siècle n'ont pu exister que grâce à cette double révolution. Notre-Dame était vraiment l'un des premiers grands exemples, en tout cas l'un des exemples les mieux conservés avant incendie, de cette révolution technique. Avant incendie, on avait trois grands ensembles dans les charpentes de la cathédrale. Donc, vous avez à gauche les charpentes de la nef, qui étaient les plus anciennes, vers 1215. À droite, les charpentes du chœur, un tout petit peu plus récentes, construites vers 1225. Et ces charpentes-là sont une reconstruction de charpentes initiales qui ont été démontées puis remontées suite à la surélévation des maçonneries du chœur à la toute fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle. Et enfin, au milieu, un très grand ensemble qui est l'ensemble reconstruit par Viollet-le-Duc de la Flèche et des bras du transept aux environs de 1860. Ça, c'est le plan général du Grand Comble, c'est assez clair. Donc, vous avez un type de charpente qui est particulier, qu'on appelle à chevron formant ferme. Chaque élément est structurel pour les parties gothiques, donc de la nef et du chœur, à gauche et à droite. Et un autre élément à ferme et pâte, c'est-à-dire que vous avez des grandes charpentes qui portent des poutres, qui portent la couverture, qui sont des charpentes modernes de Viollet-le-Duc avec la flèche. C'est les côtés de croix que vous avez au milieu. Là, vous avez les coupes sur l'édifice, vous pensez bien les coupes transversales sur le transept, où on voit très bien les différences de rythme entre les charpentes gothiques et les charpentes de XIXe. Vous avez
met les traits verticaux qui marquent la jonction entre les deux. Donc en rouge, c'est toutes les parties qui vont être reconstruites suite à l'incendie. Alors, là, on est dans les charpentes de la nef, vers 1214. C'est des charpentes qui sont extrêmement bien conçues, qui sont extrêmement bien documentées, on va en parler après, et qui ont l'avantage qui ont bien résisté dans le temps, notamment parce que, comme on voit sur le dessin, c'est des fermes qu'on appelle des fermes gigolles, c'est un peu comme les coupérutes qui sont illuminées. Vous avez une première charpente extérieure qui vient tenir le toit, et une deuxième charpente intérieure qui vient finalement soutenir l'ensemble structurel. Si vous avez des éléments qui lâchent, vous avez toujours d'autres éléments qui permettent de tenir l'ensemble. Ce qui explique la grande longévité des charpentes, notamment de la nuit. On va passer à la relation. Pour le cœur, c'est un tout petit peu différent, mais le principe général est le même. Ça, c'est vite parce qu'on va voir. Alors, on s'est rendu compte que ces charpentes, donc ça, c'est une étude qu'on a faite a posteriori sur la base de relevés, dont je vais vous parler juste après. On s'est rendu compte que ces charpentes, en fait, n'avaient fait l'objet d'aucune modification structurelle dans leur histoire, si ce n'est des modifications liées à des défauts d'entretien de la couverture. En fait, c'est les fuites en couverture qui ont induit des dégradations des bois, qui ont elles-mêmes induit des dégradations des charpentes. Donc, finalement, l'ouvrage lui-même était parfaitement conçu. On a un retour d'expérience de plus de 800 ans sur des charpentes qui n'ont pas bougé, si ce n'est à cause de problèmes d'entretien. Donc, on a fait aussi l'étude a posteriori de savoir qu'est-ce qui avait été conservé avant l'incendie et qu'est-ce qui avait été modifié. Donc, vous avez en haut, en marron, tous les bois conservés qui étaient encore en place médiévaux avant l'incendie. En jaune, juste en dessous, tous les bois de réparation. En bleu, les renforcements qui concernent uniquement le terre. Des modifications des chevrons, parce qu'on a eu des réflexions de couverture, il a fallu reprendre les pentes des chevrons un petit peu pour refaire les couvertures. C'est la suivante. Alors, on a aussi remarqué qu'on avait une très grande continuité de conception dans les charpentes depuis le début du XIIe siècle jusqu'à Velléduc, avec ce qu'on appelle les lignes d'épure. Donc les lignes d'épure, c'est les lignes qui permettent aux charpentiers de tracer les grandes lignes de la charpente. Les lignes d'épure qui sont continues entre les charpentes de la nef, de 1215, les charpentes du cœur de 1225, et aussi les charpentes de Velléduc des années 1860. Donc une très grande continuité, à la fois technique, structurelle, mais aussi conceptuelle. Voilà. Alors, ensuite, les sources. On avait énormément de documents, notamment les documents de l'architecte, de Velléduc. Ça, c'est le document de la main, de l'atelier de Velléduc. À gauche, un élément de la base de la flèche. À droite, les étages ajourés. Enfin, au milieu, les étages ajourés. Et à droite, ce sont des planches du dictionnaire de Velléduc, qui est là raisonné, dans lequel il décrit extrêmement précisément la flèche qu'il a reconstruite. Et ce sont des plans d'une rigueur extraordinaire. On utilise aujourd'hui comme source principale, une des sources pour la reconstruction de la flèche. Donc on avait aussi les documents de l'entreprise de charpente Bellu, les documents d'exécution, que vous voyez là à gauche et à droite, et des maquettes réalisées par l'entreprise, dont l'une d'entre elles se situe dans mon cellule ici. Vous en avez une autre qui est exposée à la Cité d'architecture. Ces maquettes, pareil, sont extrêmement précises, et tous les assemblages sont rapportés. D'autres éléments qu'on pourrait parler de mémoire qui concernent plus la mémoire vivante. Il y a eu dans les années 1970 des compagnons charpentiers qui, pour être reçus à leur tour de France, c'est partie de leur formation, ont réalisé ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Donc ils ont réalisé la maquette de la flèche de la cathédrale. Ils ont fait des relevés très précis aussi pour réaliser cette flèche. Donc on a pu interroger ces charpentiers et on a eu accès aussi à leur maquette qui se situe dans la maison des charpentiers, des compagnons, qui est à 200 mètres de la cathédrale. Alors, autre source très importante pour nous, c'était le relevé que j'ai pu faire avec mon associé Cédric Tranceau, des comptes de la cathédrale pendant notre formation de l'école de Chaillot, qui est devenue un du patrimoine, où, sous la direction de Benjamin Mouton, on a eu le plaisir, la chance et l'honneur de pouvoir relever très précisément l'ensemble des charpentes gothiques de la cathédrale, dans leur état tel qu'il était, en fait, et qu'on a pu donc on a relevé l'ensemble des éléments qu'on a pu voir, tant les éléments d'origine, gothique, que toutes les réparations, toutes les modifications. Ce qui a permis ensuite de faire les planches que vous avez pu voir précédemment. C'est à la suivante.
Donc ça, c'est des dessins qu'on a produits avec Cédric. Donc, ce sont des coupes, hein, principalement, avec des petits croquis qui permettent d'expliciter les points particuliers, les points saillants, qui nous ont paru dignes d'intérêt. Ensuite, une documentation plus généraliste, mais qui s'est avérée finalement paradoxalement assez pauvre, si ce n'est pour remettre, en tout cas dans le détail, et extrêmement intéressante pour remettre les charpentes de la cathédrale dans leur contexte historique. Voilà, donc on en a parlé précédemment, les vestiges, qui sont aussi une source très importante pour nous de connaissance de la charpente, puisque tout ce qu'on n'a pas pu relever, en fait, paradoxalement, le fait que la charpente est brûlée, c'est un vrai avantage pour nous aujourd'hui, puisqu'on a pu accéder à des parties qui étaient non accessibles. On va passer à la suivante. Alors, un autre élément très important, c'est les flèches contemporaines de la cathédrale. Celle de la cathédrale, ou quasiment contemporaine, notamment celle de la Sainte-Chapelle, que vous avez à gauche, et celle de la cathédrale de Sainte-Croix d'Orléans, à droite, qui ont été toutes les deux réalisées, non pas par Viollet-le-Duc, mais en tout cas par la même entreprise, Bellu, quelques années, alors pas quelques années, c'est 4 à 5 ans, avant la construction de la flèche Notre-Dame. Et là, on a des éléments techniques qui sont extrêmement précieux, notamment pour les assemblages, qui sont très complexes dans ces ouvrages, assemblage de charpente, et qu'on retrouve qu'on retrouvait dans la flèche disparue de Notre-Dame. Et on avait une documentation photographique aussi assez importante qui nous a permis de compléter ces connaissances. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'on avait les matériaux et le savoir-faire pour travailler sur ces charpentes? Je vais passer à la suivante. Donc la réponse est oui. On a en France des très très belles forêts de chênes, parmi les plus belles d'Europe, si ce n'est les plus belles, selon les forestiers, avec des chênes de très très grande qualité. Et vous voyez donc à gauche un des chênes qu'on a prélevé pour la reconstruction de la flèche. Et vous avez, on voit les petits personnages en bas du côté de l'arbre, ils sont tout petits. Vous avez un fût qui est tout droit, qui fait 20 mètres de haut, qui va permettre de reconstruire les poutres diagonales du tabouret de la flèche. Et vous avez encore quelques dizaines de milliers de chênes en France, de ce type, qui vont pouvoir servir pour d'autres charpentes, d'autres usages, à court, moyen et très long terme. Vous avez à droite les tout petites arbres que vous voyez, en fait, c'est des petits chênes en train de pousser. Donc le renouvellement est là, et les forêts sont toujours renouvelées. Donc on aura, pour les siècles à venir, si on continue à entretenir aussi bien nos forêts, de quoi reconstruire. On a encore les techniques pour reconstruire, tant les techniques traditionnelles du 19e que les techniques plus ancestrales du Moyen-Âge. C'est la suivante. Ce qu'on peut voir là, donc taille manuelle, mais aussi taille mixte avec les outils contemporains. Donc, sachant qu'on a la connaissance des ouvrages, qu'on a les moyens humains, les moyens techniques, grâce aux dons, on a les moyens financiers, on a la possibilité, si on choisit, de reconstruire les charpentes. Donc on a fait un petit arbre des possibles avec les différentes solutions qu'on avait envisagées. Donc 3 grandes solutions, je vais aller très vite. Soit ne rien reconstruire, conserver les lacunes. Soit construire quelque chose de différent, soit construire la même chose. Conserver les lacunes, ça nous a paru extrêmement difficile, parce que Notre-Dame était un symbole tel, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'il y avait une telle émotion qu'on n'a pas pu conserver la terre. Reconstruire à l'identique, là paradoxalement, on a été assez servi par tous les projets qui ont été proposés à l'extérieur, et qui en fait aucun n'a vraiment convaincu en tout cas l'opinion ni les instances. Et suite à ce qu'on avait pu voir de ce qu'on connaissait de l'édifice, les moyens qu'on avait pour le reconstruire, on a pris le parti de le reconstruire. Donc ça, c'est les charpentes avant incendie et le projet de reconstruction des charpentes gothiques. Et finalement, on reconstruit les charpentes dans leur état initial en retirant toutes les réparations liées à des défauts d'entretien. Des dessins qui ont servi pour représenter le projet de restauration. C'est la suivante. Donc là, aujourd'hui, pour revenir sur le sujet initial, on est en pleine phase de ce qu'on appelle les appels d'offres, c'est-à-dire qu'on est en train de sélectionner les entreprises qui vont reconstruire la flèche, donc charpente, couverture, mais aussi maçonnerie et chauffage. Et donc là, vous avez les éléments du dossier qu'on a remis aux entreprises pour qu'elles puissent chiffrer et estimer le travail qu'on peut avoir à réaliser. Donc on a réalisé comme ça des dessins, il y a quelques centaines de dessins d'assemblage. On a à peu près 2000 assemblages dans la flèche qui ont permis de déterminer, assemblage par assemblage, comment on allait devoir reconstruire la flèche. Et tout ça, c'est fait sur la base des documents qu'on a. C'est des dessins qui sont extrêmement rigoureux, extrêmement justes, et on est précis
parfaitement rigoureux et exact quant à la justesse de la reconstitution de l'ouvrage qu'on va pouvoir reconstruire. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Évidemment, c'est pour transmettre à la fois un patrimoine matériel, donc la flèche, on pourra en reparler après, je pense, pour participer, mais aussi le patrimoine immatériel, puisque reconstruire un ouvrage comme ça en bois aujourd'hui, ça implique des connaissances très importantes, notamment pour les charpentiers dans l'art du trait, on a parlé au début, parce que la flèche de Notre-Dame, et c'est vrai que je n'en ai pas encore parlé, était un grand chef-d'œuvre de l'art du trait du XIXe siècle. Le XIXe siècle lui-même étant une espèce d'aboutissement dans l'art du trait. Donc en fait, Notre-Dame, la flèche de Notre-Dame est sans doute l'un des éléments, l'un des ouvrages de bois les plus complexes dans l'art du trait qu'on puisse trouver sur les plaquettes. Et puis évidemment, la transmission des savoir-faire, puisque si on rompt un des maillons de la chaîne, si on n'entretient pas bien les forêts, si on ne sait pas débiter les bois, si on ne sait pas tailler les bois, ben, on ne sait pas reconstruire la cathédrale. Donc évidemment, le facteur humain, la transmission, c'est excellent. Alors maintenant, on va aborder le sujet de reconstruction des voûtes. Le sujet sera en deux parties. Une première partie consacrée au lendemain de l'incendie et à la phase de sécurisation, ce qui permettra de comprendre la genèse et le projet de reconstruction. On abordera dans une seconde partie. Donc, au lendemain de l'incendie, les charpentes en feu se sont effondrées sur les voûtes et ont engendré leur effondrement. C'est le cas notamment de la voûte de la Croisée qui a disparu totalement et de deux voûtins dans la nef et d'un arc de doublot. On a également aussi un effondrement localisé sur un voûtin du bras nord du transept et quelques lacunes au niveau du rond-point causées par la chute de la croupe de la toiture. Évidemment, les pierres sont fortement endommagées puisque malgré la chape de protection en plâtre, on a des délaminations et des déplaquages sur 2 à 3 cm sur l'épaisseur des pierres. Ici, vous avez un relevé topographique qui est en fait une cartographie de synthèse qui montre l'état avant et après incendie et qui met en évidence donc le choc des effondrements, notamment les rétractations et les soulèvements des maçonneries liés à ces chocs. Vous avez donc en rouge les zones d'affaissement qui sont principalement localisées au niveau des lignes de clé et les zones de soulèvement qui, elles, sont plutôt localisées au niveau des arbres. Donc, à la suite de ce constat, on a étayé l'intérieur de la cathédrale pour mettre en sécurité les voûtes. Et pour pouvoir disposer donc ces cintres, il a fallu au préalable consolider les franges effondrées. C'est ce que vous avez sur l'image en haut à gauche, où vous pouvez voir que l'on a encapsulé avec un cataplasme de plâtre et de filasse les rives qui menaçaient de chuter pour neutraliser ces risques. Ici, c'est le diagnostic qui fut établi par la maîtrise d'œuvre, les architectes, qui permet de mettre en évidence donc, les différentes pathologies constatées sur les voûtes, les délaminations qui sont en fait donc, qui sont dues au cisaillement à l'interface entre la pierre chaude et la pierre froide, mais également aussi des zones d'affaissement, comme je le disais tout à l'heure, et puis de nombreuses fissures. Le même constat en intrado, où là, on a d'autres pathologies, et notamment une forte humidité qui est due à l'eau d'extinction de l'incendie, couplée aux intempéries, puisque pendant très longtemps, on a eu des difficultés pour mettre la cathédrale hors d'eau, et ce qui donne donc l'apparition de sel qui cristallise avec le séchage des voûtes, et qui donc dégrade l'épiderme des maçonneries. En réponse à ça, actuellement, on est en train de dessaler les voûtes. Donc pour les dessaler, en fait, c'est une opération qui consiste à appliquer une compresse à base de kaolin et de sable. C'est une compresse totalement minérale. Et l'idée étant de venir brosser toutes les aspérités des voûtes en intrado, pour ensuite purger les joints de finition uniquement, pour ensuite projeter cette compresse
fait fonctionne par advection, c'est-à-dire que l'eau contenue dans la compresse migre dans la pierre, dissout les sels solubles, et puis ensuite, par capillarité, retourne dans la compresse, qui elle ensuite se désagrège. L'opération de dessalement est en cours et elle s'achève d'ici un mois. Ce qui nous permet en fait d'aborder ensuite le parti de restauration. Et donc les importantes ressources documentaires dont on dispose, notamment les attachements de Viollet-le-Duc, qui constituent l'une des bases pour le projet de reconstruction des voûtes, bien que les attachements ne soient pas forcément fidèles avec la réalité, certainement dû à des arrangements lors de l'exécution sur le chantier. Néanmoins, l'utilisation de ces sources nous permet une recherche d'authenticité qui soit respectueuse de la conception et de la forme, mais aussi du choix et de la tradition du matériau, à savoir la pierre, et également concernant la technique pour la reconstruction des voûtes. Alors évidemment, ce propos fait écho au document de Nara sur l'authenticité de 1994, qui est dans l'esprit de la Charte de Venise de 1964, et qui est en fait un prolongement conceptuel de celle-ci. Le projet de reconstruction des voûtes se base aussi sur une recherche analogique avec d'autres cathédrales et voûtes sinistrées, que ce soit par des incendies ou par des guerres. Ici, vous avez l'exemple de la cathédrale de Soissons qui se situe au nord de Paris et qui nous permet de voir le système le principe constructif pour rebâtir les voûtes, qui est similaire à celui de Notre-Dame, c'est-à-dire que nous avons des cintres sous les arcs et ensuite une reconstruction à la cerce de tous les voûtins. Donc c'est une réalisation sans coffrage. Avant d'entrer un peu plus dans le détail de reconstruction des voûtes, je voulais aborder le principe de remontage expérimental qui fut mené l'année dernière sur l'arc doubleau de la nef, dont l'objectif était à la fois de documenter la connaissance sur les principes constructifs médiévaux, mais aussi de répertorier l'ensemble des claveaux retrouvés dans les vestiges pour essayer de remonter l'arc dans son état avant incendie. Il s'avère que d'un point de vue de la critique d'authenticité, on était un petit peu bloqué puisque on avait donc 79 claveaux à repositionner et autant d'hypothèses. Donc à ce jour, on n'a pas réussi à identifier l'emplacement de tous les claveaux. Et d'autant plus que seuls 5 claveaux sont potentiellement remployables, ce qui rendrait la chose totalement anecdotique si on venait à les replacer dans l'arc de façon aléatoire. Donc le parti pris des architectes est de reconstruire l'arc totalement en pierre neuve. Concernant la pierre, justement, ici vous avez une cartographie de carrières qui concerne les pierres en œuvre à Notre-Dame. Il faut savoir que la plupart des carrières utilisées à l'époque médiévale et aussi à l'époque de Viollet-le-Duc sont totalement fermées puisqu'elles se situent maintenant sous la ville de Paris. Et donc pour trouver les pierres disponibles qui soient à la fois compatibles d'un point de vue esthétique mais aussi d'un point de vue mécanique avec les pierres en œuvre, une mission fut confiée au BRGM afin de recenser les carrières disponibles en France. Et donc, pour les pierres des voûtes, nous allons nous fournir dans l'Oise. Donc, c'est de la pierre de Croix-Huard et c'est une pierre calcaire assez dure et qui sera principalement utilisée pour les claveaux. Et pour les voussoirs, ce sera de la pierre de Saint-Maximin qui se situe aussi au nord de Paris. Alors ici, vous avez le principe de reconstruction des voûtes. Comme je le disais tout à l'heure, avec un principe de cintre. Ce sont des étaiments en bois qui viennent sous les arcs. Et puis l'ensemble est contreventé avec un dispositif de cerces secondaires et tertiaires, ce qui permettra ensuite de disposer des cerces mobiles entre ces éléments principaux
pour venir remonter les voûtins et les pierres une à une. Sur la diapo suivante, vous avez donc la restitution de la géométrie de voûte. L'idée étant bien évidemment de restituer la géométrie telle qu'elle était avant incendie, avec simplement en prenant en compte le fluage des mortiers. Et c'est la raison pour laquelle nous allons légèrement rehausser la forme des voûtes pour que lors du décintrement, les voûtes puissent se remettre en charge et retrouver leur forme d'origine. Enfin, d'origine après incendie, puisque les voûtes ont 800 ans et donc ont subi le temps et se sont aussi un petit peu déformées avec la structure de l'édifice. Et concernant la restitution du calepin et de voussoirs notamment, le parti pris étant de restituer l'ensemble des lits de pierre, qui sera lui strictement respecté. En revanche, pour ce qui est des dimensions de voussoirs, là on aura une plus grande liberté sur le calepin, bien que les gabarits, eux, soient totalement respectés pour la reconstruction. Un mot sur la restitution des décors et notamment de l'anneau de compression qui, lui, a totalement disparu dans les décombres. Vous avez donc ici quelques vestiges qui ont pu être récupérés. Sur les 4 têtes d'ange que constituait l'anneau de compression, seuls 2 ont pu être retrouvés presque intacts, si je puis dire. Malheureusement, l'ensemble des poussées de voûte, enfin de la voûte de la croisée, s'exerce dans cet anneau de compression. Et donc, il n'est pas envisagé de remployer des fragments de cet anneau de compression qui, lui, est donc totalement fracturé et mutilé. Et pour finir, un mot sur la consolidation des voûtes, où le parti pris pour récupérer cette perte d'épaisseur causée par l'incendie, l'idée étant de venir créer une chape structurelle qui sera fibrée, une chape de chaux, et ensuite par-dessus venir disposer une chape de plâtre inossuge qui permettra donc de protéger les voûtes des incendies. Et à l'interface de ces deux chapes, nous mettrons en place un géotextile qui permettra de résorber les phénomènes de condensation à l'interface entre ces deux chapes. Merci beaucoup. Marie-Hélène Didier. Et donc, moi, je veux dire cette séquence passionnante sur le chantier. Je vais terminer avec ce que l'on a appelé les chapelles tests qui ont permis de choisir les différents protocoles utilisés dans le nettoyage intérieur de la cathédrale, je dirais dans la restauration intérieure de la cathédrale. Si on peut passer la suivante. Donc, dès le mois de septembre 2019, le laboratoire de recherche des monuments historiques nous a aidés à définir ces protocoles. Je rappellerai juste ce qu'est le laboratoire de recherche, qui est donc une structure qui dépend du ministère de la Culture et qui nous aide sur tous les chantiers monuments historiques en France, lorsque l'on se pose une question sur un chantier, comment nettoyer, comment consolider, quelle pathologie avons-nous, et le but est qu'ils puissent nous répondre le plus vite possible, puisqu'un chantier a toujours un temps limité et nous devons avoir des réponses, je dirais, quasi immédiates. Là, on avait un peu plus de temps. Nous avons été aidés donc, par plusieurs pôles de ce laboratoire, le pôle pierre, le pôle métal, le pôle polychromie, le pôle bois et le pôle microbiologie, ce qui recouvre à peu près tous les matériaux que nous trouvons à l'intérieur de la cathédrale. Donc, dès septembre 2019, le laboratoire, en particulier là ici le pôle pierre, a fait plusieurs essais dans une des chapelles de la cathédrale pour voir comment à la fois la dépolluer et la nettoyer en même temps, en essayant plusieurs produits disponibles sur le commerce. Et donc là, vous avez dans ces bandes les essais des différents produits, le but étant d'en retenir 2 à la fin pour les essayer vraiment dans ce qu'on a appelé les chapelles tests. Là, vous êtes dans la chapelle Saint-Éloi et vous voyez les différents essais qui ont été analysés par la suite. La suivante. La même chose a été faite pour les décors. Donc, ces décors
date de l'époque de la restauration de Viollet-le-Duc, se trouve dans toutes les chapelles du chœur. Et le but était là aussi de savoir quel était le produit le plus efficace pour nettoyer ces peintures, sachant qu'en 2018, on avait déjà restauré une autre chapelle complètement, qui est la chapelle Saint-Germain, qui est côté nord du déambulatoire, qui a permis d'accélérer la mise en place du protocole de nettoyage de ces chapelles, puisque le protocole appliqué en 2018 a été repris et un tout petit peu amélioré. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que les chapelles, en fin de compte, étaient, on le savait, hein, étaient très crasseuses, même avant l'incendie. Hein. Ce n'est pas l'incendie qui les a noircies, c'est la crasse du temps. La suivante. Et donc, sur les peintures, voici la première chapelle test, donc la chapelle Saint-Ferdinand, que vous voyez sur le plan, donc aussi côté nord. Ces chapelles ont été choisies parce qu'elles étaient les plus encrassées, qu'elles présentaient toutes les pathologies possibles pour avoir le meilleur résultat, sachant que ce chantier des chapelles test permettait d'évaluer la durée de mise en place du protocole, sachant qu'avec le protocole long, le chantier dure un peu plus de temps qu'un chantier, je dirais, normal. Savoir si ce nettoyage était bien efficace, et pour permettre, en fin de compte, d'avoir une évaluation en temps, donc une évaluation financière, pour permettre de faire des appels d'offres qui sont là également en cours et quasiment tous attribués au jour d'aujourd'hui pour permettre la restauration future. Donc là, vous voyez le nettoyage de cette chapelle qui est assez impressionnant. Vous avez l'état crasseux et l'état nettoyé. Ces peintures sont d'une très très grande qualité. Les seuls endroits abîmés sont les endroits qui ont reçu des fuites d'eau. Sinon, tout le reste, c'est, une fois nettoyé, c'est état neuf. Il n'y a quasiment pas eu de retouche sur ces éléments. Et là, vous avez sur la photo du milieu aussi voilà, le nettoyage et la couleur de la colonne au-dessus du nettoyage. La suivante. Les mêmes essais ont été faits sur différents matériaux. Donc, les matériaux sculptés. Dans ces chapelles, il y a des monuments en marbre. Donc là, vous voyez avec toutes les petites étiquettes, puisqu'une fois qu'on a le protocole, on l'affine parce que certains matériaux ne répondent pas forcément comme on souhaitait au départ. Donc là, vous avez les essais sur le marbre. La même chose a été faite sur les grilles. Donc, différents essais pour savoir lequel, pareil, était le plus efficace. Et là, pareil, on s'est aperçu qu'un simple nettoyage, les grilles reprenaient leur couleur et les petites feuilles redevenaient dorées. La suivante. Donc là, je vous montre, parce que c'est un plaisir des yeux, donc les chapelles nettoyées, donc la chapelle Saint-Ferdinand, totalement restaurée. Et ce que l'on voit, là, on a nettoyé non seulement la chapelle, mais la travée attelante dans le déambulatoire. Et ce que l'on constate, c'est que lorsque Viollet-le-Duc a fait peindre ces chapelles, la couleur de la colonne à l'entrée de la chapelle correspond à la couleur du déambulatoire. Donc, obligatoirement, Viollet-le-Duc avait dû nettoyer la cathédrale, sinon on n'aurait pas cette correspondance de couleurs qui est absolument parfaite. La suivante. Nous avons fait également des essais sur les vitraux. Les essais, en fin de compte, ont été faits avec des vitraux déposés. Pour la chapelle Saint-Ferdinand, on a décidé de la restaurer complètement. Donc, les vitraux ont été déposés et d'autres essais ont été faits en place. Comme on peut l'imaginer, les essais les plus performants ont montré qu'il fallait déposer les vitraux pour les nettoyer complètement. Les nettoyer en place, on s'est aperçu que le protocole ne fonctionnait pas.
qu'il suffisait dans ces cas-là de les aspirer. Et comme le temps nous manque, la restauration des vitraux se fera avec la restauration extérieure de la cathédrale, car en 2024, la cathédrale ne sera pas finie. C'est un chantier permanent comme tout grand bâtiment, et la restauration de ces vitraux se fera en même temps que la restauration extérieure, car les meneaux ne sont pas en bon état, et donc ils seront repris dans le chantier après 2024. La suivante. On est au bout. Donc, dans la chapelle, dans la cathédrale, il y a eu deux chapelles nettoyées. Il n'y a pas eu que les chapelles peintes. Il y a eu une autre chapelle qui est la chapelle Notre-Dame de la Guadeloupe, qui est dans le bas-côté nord de la nef, uniquement en pierre, et qui a donc fait l'objet également de protocoles de nettoyage. Donc vous avez vu les essais tout à l'heure. Donc 2 produits ont été essayés. L'un a été plus performant que l'autre, donc c'est pareil, il a été indiqué aux entreprises répondant à l'appel d'offres quel a été le protocole employé. Il s'est avéré que dans cette chapelle, les joints étaient très difficiles à nettoyer, donc des essais de laser ont également été faits, très performants. Donc la technique sera également employée au moment de la restauration. Et pour terminer, je parlerai de la restauration extérieure. Nous avons également fait des essais sur la chapelle Saint-Ferdinand, sachant très bien qu'il ne serait pas mis en œuvre dans le chantier actuel, pour permettre là aussi d'approfondir les investigations pour le chantier qui aura lieu après 2024 et apporter des études complémentaires pour la rédaction du projet final. Merci beaucoup Marie-Hélène Didier, et bravo à tous les trois. Vous avez tenu d'abord des propos fort intéressants et passionnants dans les délais impartis de façon tout à fait remarquable. En conclusion de cette séquence sur Notre-Dame, peut-être peut-on dire, comme le président de la République l'avait dit, que Notre-Dame sera encore plus belle. On avait trouvé que nous, c'était bizarre parce qu'on la trouvait déjà très très belle comme ça, mais je crois qu'il avait raison, elle sera effectivement encore plus belle après. Merci beaucoup pour toutes ces informations absolument passionnantes sur le chantier en cours et sur le chantier à venir, puisqu'apparemment, au-delà de 2024, la cathédrale continuera à être chouchoutée par les spécialistes qui sont à son chevet. Merci infiniment à tous pour vos prestations absolument passionnantes. Je crois que maintenant, Toshi, on fait une petite pause, si tu en es d'accord, et on reprend nos travaux en se concentrant. ありがとうございました。大変面白い発表が次々と続いて、とても興味深いセッションだったと思います。ちょうど時間ですので、これから10分休憩をとって、第2部のプレゼンテーションに移りたいと思います。それでは10分後にまたお戻りください。